pouvez la regarder en ligne. Je pense que là, c'est bon. OK, bonjour tout le monde. On va démarrer. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les fichiers en C. Qu'est-ce que j'ai fait de stylo? Du coup, comme vous saviez, un fichier, donc c'est un ensemble de données qui sont stockées sur vos disques durs typiquement ou vos SSD. Les fichiers, ils ont souvent un nom et un emplacement sur le disque. C'est pas obligatoire que ce soit sur le disque dur. On peut aussi avoir des systèmes de fichiers en mémoire ou à distance sur le réseau, etc. On sait, il n'y a pas de fichier dans le langage, mais il y a une bibliothèque qui est celui qui est le plus utilisé, qui existe dans libc. Du coup, libc, c'est la bibliothèque standard qui est définie par les standards POSIX et qui contient une bonne quantité de fonctions qui sont communs à toutes les OS compatibles POSIX. Quand vous allez travailler avec les fichiers, du coup, on va trouver la version compilée de toutes ces fonctionnalités-là dans la libc. Et puis, dans Standard IO, donc stdio, donc Standard Input Output, vous allez retrouver les entêtes de fonctions pour que vous puissiez compiler votre code. Donc, sur le disque, ou en général, un fichier, c'est juste un suite d'octets. Et du coup, vous n'avez pas, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez un espèce de suite d'octets un peu à l'infini, et vous pouvez accéder aux premiers éléments, au deuxième, troisième, etc., de façon de façon continue. Et vous avez un tête lecteur quelque part sur la partie du fichier où vous êtes. Du coup, c'est à vous de déplacer en faisant des écritures, en déplaçant de façon exprès le pointeur ou de reculer pour pouvoir lire ou réécrire, écraser, etc. C'est l'espèce de tableau très statique, si vous voulez. Il n'y a pas d'insertion d'emplacement ou des choses comme ça. On peut pas, si vous avez commencé à écrire quelque chose et que finalement vous voulez ajouter un mot ou quelque chose plus tôt, il va falloir faire le décalage vous-même des données. Il y a donc typiquement deux types de fichiers, les fichiers de texte et les fichiers binaires. Mais sur les systèmes Unix, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de distinction. OK? Dans les fichiers de texte, typiquement, nous, on va travailler avec ASCII, mais vous pouvez aussi très souvent tomber sur le cas de UTF-8. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la table ASCII. Je vais un navigateur. Je vais la récupérer vite fait juste parce que c'est utile. Un navigateur. Bien ça. Ouais, c'est tout moche, mais c'est pas grave. J'aurais dû préparer ça. Du coup, la table ASCII, c'est le standard qui convertit les numéros en lettres. Et comme ça, quand vous faites un printf ou vous faites quelque chose avec des lettres, en fait, pour le système, c'est que des numéros. Et quand vous faites le printf pourcentage %C ou pourcentage %S, il va aller regarder quel numéro c'est et puis il a une table de conversion. Et du coup, la table est tout simple. Les premières lignes sont de commandes et les parties qui nous intéressent, c'est par exemple ici. C'est le numéro 32, c'est un espace. Le numéro 33, c'est un symbole d'exclamation. 34, c'est des guillemets. Le grand A commence à 65, puis ABCD. C'est basé sur l'alphabet américain, anglais. Jusqu'à Z, il y a quelques symboles et puis les minuscules commencent à 97 et finissent à 122. Et, euh, et donc, pour toutes les opérations que vous avez sur le PC, etc., qui traitent du texte, il y a souvent cette conversion qui se fait.
UTF-8, il y a eu plusieurs standards UTF. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Mais le problème, c'est que ASCII, c'est vachement limité. Donc, il y a eu, dans un premier temps, ASCII, c'était 7 bits. Donc, on avait les 0 à 128, 127 valeurs. Donc, ça fait 128 valeurs. Et ces 7 bits vient de, je pense que c'est de l'époque des télégraphes. Ensuite, quand les systèmes d'informatique se sont alignés sur 8 bits, donc les octets, ils ont créé une table extended ASCII qui est beaucoup moins standard. Okay. Et sur les systèmes DOS, donc ça commence à être vieux, vous pouviez par exemple faire du fénétrage avec les petits traits, des trucs comme ça. Et du coup, ça te permettait de... sur DOS, vous aviez un console tout basique de... Je pense que c'est 24 colonnes fois je ne sais pas combien de lignes. 24 lignes fois 80 colonnes. Et du coup, vous pouvez dessiner à n'importe quel endroit et vous pouvez créer des fenêtres et des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des applis où il n'y a pas d'interface graphique, c'est que textuel avec des dessins qui se font avec ces symboles-là. Et puis typiquement, les gens, ils font des commandes avec F1, F2, F3. Donc, ils disaient F1, c'est ajouter un nouveau client, F2, c'est chercher un produit, F3, c'est rechercher un client, F4, F5, etc. Bon, en tout cas, Extended ASCII, comme vous pouvez imaginer, il n'y a pas suffisamment de caractères qui sont ajoutés. Donc, il y a bien quelques lettres avec des accents et tout ça, mais c'est loin d'être suffisant. Du coup, UTF, ça vient avec un nouveau système et il y a eu plusieurs variantes, UTF 16, où au lieu d'utiliser un octet par caractère, ils utilisaient deux. Puis il y a eu UTF 32, où ils utilisaient 4, etc. Et pour pas faire l'histoire super longue, c'est UTF-8 qui a gagné. Et donc, UTF-8, c'est pour les caractères qui sont dans la table ASCII, il y a une conversion immédiate. Okay? Donc, la table ASCII de 7 bits. En UTF-8, par exemple, le N, c'est 78, comme sur la table ASCII. Après, si vous tombez sur des caractères spéciaux, ou des caractères avec des accents, ou des caractères asiatiques ou indiens ou autres, ça va commencer à taper sur le deuxième octet, voire le troisième, voire le quatrième octet. Et du coup, dans cette spécification, on privilège les éléments de la table ASCII, c'était le standard que beaucoup de pays utilisaient de toute façon. Et puis, on pénalise les caractères qui viennent des pays asiatiques, typiquement, donc les pictogrammes ou des choses comme ça, qui vont ensuite utiliser 2, 3 ou 4 bytes par élément. Et du coup, ça fait que si vous avez un éditeur qui ne comprend pas l'UTF et que vous ouvrez un texte qui contient des accents, vous allez voir que parfois, quand vous faites un « et » avec un accent, un « e », accent grave ou accent aigu, vous allez voir que ça consomme deux caractères et puis qui ne sont pas compréhensibles sur l'éditeur de texte. C'est typiquement un cas de manque de compatibilité entre UTF et l'outil que vous êtes en train d'utiliser. OK. Du coup, ce qui est intéressant de UTF-8, c'est que la grosse majorité du code qui a été fait pour travailler avec ASCII en code C est compatible avec UTF-8. Le truc, c'est que beaucoup de code en code C travaille caractère par caractère. Et ça fait que quand on tombe sur du UTF-8, même si le code ne sait pas que c'est un UTF-8, il va lire un byte et puis il va travailler sur le deuxième byte et puis il va travailler sur la troisième byte. Et la plupart du temps, ça marche. Vraiment la grosse majorité du temps. C'est assez étonnant. Voilà. Donc les fichiers de texte, comme vous pouvez imaginer, c'est facile à éditer. Vous ouvrez n'importe quel éditeur de texte, ça marche. C'est standard, imprimable, vous pouvez les envoyer par mail facilement, etc. Les fichiers binaires, donc je vous ai dit, il y a deux façons de faire des fichiers, mais sur Unix, il n'y a pas de distinction. Donc, qu'est-ce qui va changer les fichiers binaires des fichiers ASCII? C'est qu'en binaire, on va prendre des représentations typiquement de la mémoire.
Donc, j'ai un int en mémoire, il s'écrit de telle façon, et je vais l'écrire sur disque exactement de la même façon. Du coup, si j'ai un int qui consomme 4 bytes et qu'il est écrit comme ça, ben j'écris les 4 bytes sur disque. Si j'ai un char qui consomme 1 byte, j'écris 1 byte. Si j'ai un long qui consomme 8 bytes, ben je vais écrire exactement les 8 bytes. Si j'ai une struct élève qui consomme, je sais pas, le nom, prénom, donc 60, plus quelques données de plus, on va dire 128 bytes, ça va prendre la structure et ça va l'écrire telle quelle sur le disque. Les fichiers binaires ne sont pas compatibles avec les éditeurs de texte. On ne peut pas les imprimer, il faut les convertir à texte. Mais souvent, ils sont un peu plus performants, pas toujours. Ils sont un peu plus fragiles aussi, parce que si vous avez un pépin dans un fichier binaire, c'est difficile à corriger, tandis qu'un fichier de texte, vous allez avoir un petit morceau de texte qui n'est pas lisible. Ils peuvent être très souvent plus compacts. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Imaginons que vous voulez écrire ce numéro-là, donc 654 875, en caractères, bah, ça fait 6 caractères. Et donc, on est à 6 octets. Et si vous utilisez un int, c'est 4 octets. Okay? Donc, vous pouvez quand même économiser un peu de place en faisant des conversions à des fichiers binaires. Donc, sur Unix, il n'y a pas de déclaration sur tous les systèmes POSIX. Okay? POSIX étant le standard qui établit comment interagir avec l'OS. Donc, il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'ajout, il n'y a rien qui dit ça c'est un fichier texte, ça c'est un fichier binaire. Ça va dépendre de qu'est-ce que ça contient et est-ce qu'on arrive à interpréter le contenu comme du texte ou pas. Okay? Si ce n'est pas interprétable comme du texte, ben, on va dire que c'est un fichier binaire. Ce n'est pas le cas de toutes les OS. Okay? Il y a même beaucoup de petites OS embarquées qui sont pas des Unix complets ou pas d'Unix du tout. Et dans ces cas-là, il faut spécifier quand vous ouvrez ou quand vous écrivez un fichier que c'est bien un binaire ou pas. Donc, revenons sur le type fichier en C. Je vous ai dit, c'est un flou continu de bytes. Vous avez un petit tête lecteur. Vous avez la première donnée, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Jusqu'à arriver à, ça c'est end of file. Ici, c'est end of file. Et donc, end of file, c'est un caractère spécial qui indique la fin du fichier. Et quand vous tombez dessus, vous savez que que vous avez lu le fichier ou écrit le fichier et que vous allez le fermer. File existe dans Standard Input Output, donc la bibliothèque de base que vous utilisez déjà pas mal. Et on n'a pas accès, donc c'est une structure sur laquelle avec laquelle on va travailler. Et l'implémentation, exactement comment ça marche, ça dépend des systèmes. Et ils font en sorte avec File qu'on n'a pas accès à ces infos. Okay? Donc, on a une partie des infos et on doit passer par des fonctions en fournissant notre descripteur de fichier. Donc, le descripteur des fichiers étant une struct, un pointeur vers un structure en mémoire. Okay? Donc, on revient sur les pointeurs de structure. On a un fichier qui est un pointeur vers un structure en mémoire et avec toutes les données dont les fonctions ont besoin pour pouvoir écrire ou lire sur le disque. Qu'est-ce que contient cette descripteur? Le plus important, donc, c'est l'identification du fichier, où on en est sur l'écriture. Donc, est-ce qu'il est au début? Est-ce qu'il a la position 57? Donc, on parle de cette espèce de flèche-là qui nous dit où est le lecteur. Alors, on a un buffer, ou un tampon. Donc, ça fait qu'on écrit, et puis pas forcément tout est immédiatement écrit sur disque. On va attendre d'accumuler suffisamment de données, et ensuite, il est envoyé vers le disque. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je ne saurais pas dire exactement à quelle vitesse, mais ça doit être 100 ou peut-être 1000 fois plus vite dans certains cas avec les tampons. Et puis le mode. Okay? Est-ce qu'on a ouvert avec droit d'écriture ou est-ce qu'on a ouvert avec droit de lecture seulement ou est-ce qu'on a ouvert avec les deux?
Donc, quand vous ouvrez un fichier, quand vous ouvrez un fichier, vous allez, du coup, ça c'est l'appel de fonction, ici, fopen. Donc, file open, ça nous permet d'ouvrir un fichier. On va fournir le nom du fichier et le mode. Et le mode, ça va être lecture, écriture ou allongement. Il y a 3 modes. Dans les 3 cas, il y a des différences importantes. Donc, si vous ouvrez un fichier en mode lecture, le curseur où on va démarrer, c'est au début du fichier. Et puis, les données qui existent dans le fichier restent là, bien évidemment. Si vous ouvrez en écriture, c'est plutôt écraser un fichier. Donc, on va mettre le curseur tout au début du fichier, puis le reste du fichier va être vidé. Okay? Il est tronqué et il n'existe plus. Il faut faire un peu attention parce que vous pouvez, en vous trompant, vous pouvez écraser votre fichier. Et puis, il y a le mode allongement. Et en gros, ça veut dire je veux écrire, mais je ne veux pas écraser les données existantes. Et du coup, il se met en mode écriture et puis le curseur se trouve à la fin. Et ça permet de faire en sorte que votre prochaine écriture va se passer à la fin et puis ça ajoute des données au fichier. Ce qui est peut-être intéressant avec les fichiers, parce que je les ai comparés vite fait au tableau, c'est qu'on n'a pas besoin de dimensionner. Okay? Si on continue à écrire, on continue à écrire et puis on écrit jusqu'à saturer le disque ou vos quotas ou peu importe. Mais jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à écrire. OK. Très importante, quand vous faites un fopen, quand vous faites un fopen, il va vous retourner des choses. OK? Fopen, il retourne un file étoile, donc un pointeur vers la structure qui contient les métadonnées dont on parlait avant, si, si ça s'est bien passé. Et il retourne nul en cas d'erreur. Donc, ça peut être que le fichier n'existe pas, que vous n'avez pas les droits de lecture ou écriture, que il y a un panne de disque, que ça a été débranché. Il y a 1000 trucs qui peuvent se passer. Et du coup, à chaque utilisation d'FOP, il faut tester si c'est nul. C'est différent au malloc. Moi, je suis plutôt tolérant avec les malloc. Malloc est un appel de fonction très optimiste et il va toujours essayer de retourner vrai. Il fait vraiment un grand effort. Mais fopen, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est aussi lié à comment ça fonctionne. Un PC sans mémoire, ça ne va pas fonctionner. Et si malloc n'arrive pas à trouver de la mémoire, vous pouvez planter tout de suite. Et ce n'est pas la peine de continuer. Par contre, un fichier, ça peut être, c'est beaucoup plus fragile. Et la plupart du temps, si le fichier n'existe pas ou vous avez un problème d'écriture, vous ne voulez pas planter tout de suite. Et dans tous les cas, il faut tester. Donc, si le fichier s'est bien ouvert, est-ce qu'on a accès? Et puis, dans le cas contraire, faire quelque chose. Ça peut être très simple. Vous testez si c'est nul, je finis l'exécution parce que pour mon petit programme, c'est urgent. Mais imaginez que vous avez implémenté Word et que vous avez un petit problème de fichier où on a essayé d'écrire ou d'ouvrir dans un espace où vous n'avez pas les droits et que tout Word plante à cause de ça. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, dans le cas de Word, ça semblerait que c'est un peu implémenté comme ça parfois, mais non, c'est pas bien. OK? Du coup, juste pour être très explicite, dans la notation, c'est pris en compte chaque fois si vous avez correctement validé les valeurs de retour. Et fopen étant un des principaux. Pour fermer un fichier, vous appelez fclose. Okay? Du coup, faites un truc genre file étoile f égale à fopen avec le nom du fichier, les droits et le type le mode. Et puis, quand vous voulez, donc ici, j'ai un fichier F. Je peux faire des écritures, des choses comme ça, on va voir. Et puis, quand j'ai envie de le fermer, je fais F close de F. Okay. C'est important de fermer chaque fois les fichiers que vous ouvrez. Il faut voir aussi que l'OS garde cette structure en mémoire, donc le file,
Et il y a un nombre limité aussi de files qui va vous permettre d'ouvrir. Du coup, si vous ne fermez pas vos fichiers, vous avez potentiellement des fuites de mémoire. Et il y a aussi un autre processus, c'est que quand vous faites le close, si vous vous souvenez du tampon, printf, par exemple, il utilise aussi des tampons, donc il y a beaucoup de fonctions C ou sur le système qui utilisent des tampons. Mais dans le cas des fichiers, ça va bien vider les tampons et ça va bien écrire sur le disque et ça va fermer le fichier, donc libérer la mémoire qui était utilisée. Okay. Un petit exemple. Ici, j'ai fait un FOP d'un fichier toto.txt. Je le fais en mode lecture, donc pas de problème. Il retourne soit un pointeur, soit un nul. Dans le cas de nul, je peux dire Toto est inaccessible. Dans le cas où c'est pas nul, donc le else, je peux dire Toto c'est accessible. Okay. Donc ça, c'est juste l'utilisation de FOPN qui nous permet de faire ça. Ensuite, ici, je fais un test et ça, c'est important. Si vous regardez, j'avais un if au-dessus et du coup, quand je tombe sur la ligne 8, cette façon d'écrire le code, ça fait que je ne sais pas si FP est nul ou pas. Si c'est nul, je ne peux pas faire fclose. C'est un peu comme le malloc d'un pointeur qui a déjà été vidé, ça va planter. Donc, si vous avez un doute si votre fichier est ouvert ou pas, il faut tester, est-ce qu'elle est nulle? Puis, si elle est nulle, vous ne pouvez pas faire fclose. J'ai mis une petite sortie d'écran. Ici, j'ai imprimé le pointeur, si vous regardez. Du coup, dans le cas où toto.txt existe, il va bien afficher toto.txt accessible et puis l'adresse du pointeur. Donc ça, c'est une adresse sur mon PC. Et dans l'autre cas, il va écrire inaccessible. Et puis FP, il affiche nul parce que j'ai décidé aussi d'imprimer FP là-bas. Est-ce que tout le monde connaît les entrées standards? Entrée, sortie standard et sortie d'heure. N'hésitez pas à dire sur... On connaît, mais si vous pouvez faire un petit rappel, je pense que ça nous ferait Ah, du ok. bien. Oui, c'est important parce que il y a des redirections et on va s'en servir régulièrement. Ouh, ouh. Il va couper le clavier correctement. Non. Le menu de Zoom. Ok, ça je vais fermer. En fait, je touche l'écran, du coup, ça fait tout bootler. Est-ce que vous arrivez à lire le code là, le terminal? Oui, 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 ça va. Ok. Hum, ok. Ici, j'ai deux terminaux. Euh, donc, celui en haut, vous voyez bien la ligne, donc c'est le 1 et le 2. Il faut être clair. Si vous regardez dans un terminal, cette commande-là, il nous permet d'afficher l'entrée standard, la sortie standard et la sortie d'erreur. Donc, typiquement, tout ce qui s'affiche normalement sur le terminal, c'est que le terminal est attaché à des fichiers, en fait, des fichiers spéciaux, mais ça reste des fichiers. Ces fichiers-là lui permettent de lire, par exemple, à partir de l'entrée standard. Donc, typiquement, le terminal est attaché au clavier. Ça permet d'écrire sur la sortie standard. Donc,
Typiquement, la sortie standard ici, c'est l'affichage. Donc, si je fais un echo Hola, ça veut dire envoie sur la sortie standard ce que je suis en train de faire, Hola. Ok. Et donc, vous voyez bien le Hola qui s'affiche tout de suite après. Donc, c'est la sortie standard. Chaque terminal, par défaut, il veut voir son attachement. On va tricher. Si vous regardez le terminal en haut, il est attaché à dev PTS5 et le terminal de bas, il est attaché à dev PTS2. Donc ça, c'est des... comment il l'appelle? Peu importe. C'est des entrées standards virtuelles, ok? Qui derrière l'OS, il va les mapper. Donc par défaut, ça va être ici, c'est le 0, c'est le file descripteur. Donc le 0, c'est l'entrée standard. Le 1, c'est la sortie standard, donc les affichages. Et le 2, c'est le cas d'erreur. Donc, dans un cas où vous avez un programme qui fait des printf, vous allez envoyer directement sur la sortie standard. Et celui configuré par défaut, c'est votre terminal. Si vous faites des redirections, ça va être autre chose. Okay? Du coup, moi, je peux faire Hola et je redirige avec cette... je ne sais pas si c'est un opérateur, mais cet opérateur-là, je redirige dans un fichier. Okay? Si vous regardez, il n'y a plus d'affichage sur la sortie actuelle. Là, ça va être stocké dans Hola. Et je peux regarder dans fichier Hola. Il y a bien un Hola dedans. Okay? Je peux rediriger, par exemple, la sortie standard de celui-là. Au lieu d'envoyer dans le fichier Hola, je peux l'envoyer sur l'autre terminal. Comme on a vu, c'est le 5 normalement. Et donc, il y a un Hola qui apparaît là-haut parce que j'ai envoyé sur sa sortie standard. Du coup, il affiche. Il y a plein d'autres types d'opérations. Ici, je n'ai pas les cas d'erreur. Donc, potentiellement, s'il y a des erreurs, celui-là, il redirige que la sortie standard, mais pas la sortie d'erreur. Tu peux rediriger les deux là-bas. Par exemple, si je fais ls, quelque chose qui n'existe pas, il va me dire ça n'existe pas. Si je redirige ça dans le fichier Hola, vous voyez qu'il affiche quand même. C'est parce que l'erreur, il est affiché toujours sur la sortie d'erreur standard. Je des kits des remarques. Si je veux rediriger l'erreur, je peux dire ici sur terminal le e-commercial, ça travaille sur les entrées-sorties. Okay? Donc ça veut dire prendre toutes les entrées-sorties, standard, erreur, et envoie dans fichier inexistant. Si on regarde dans ce cas-là, fichier inexistant, il va contenir le message d'erreur que j'ai essayé que j'avais avant. C'est peut-être mieux. Ici, j'ai un ls. Si vous voyez l'erreur, c'est que le fichier LG n'existe pas. Okay? Mais fichier Hola, il existe. Donc, je peux même faire un ls-LH. Okay? Comme ça, vous aviez le fichier qui n'existe pas toujours. Ça, c'est l'erreur. Vous avez read-write, c'est les droits. Et puis read-read. Donc, read-write, c'est le propriétaire du fichier. Lecture, c'est les personnes qui sont dans le groupe du propriétaire, donc les personnes qui sont dans le groupe Rudamet. Il y a l'utilisateur Rudamet et le groupe Rudamet. Okay? Et puis R, c'est la lecture, donc ce fichier peut être lu par n'importe qui. Donc ça, c'est all, toutes les personnes du PC.
Avec ça, si je fais par exemple que la redirection de la sortie standard typique, ça va rediriger vers, donc la sortie standard va vers fichier inexistant, mais j'ai pas changé la sortie d'erreur. Du coup, l'erreur va s'afficher sur l'écran. OK? Et si je regarde dans fichier inexistant, il n'y a que le fichier qui était trouvé. OK? Est-ce que ça va jusque-là pour l'instant? Du coup, vous pouvez voir assez souvent aussi quelque chose qui... OK. Donc, on va essayer de décomposer la ligne. Euh, Donc, ici, c'est ma commande. OK? Merde. Ici, c'est ma commande. Donc, par défaut, la commande va utiliser, c'était dev pts quelque chose. OK? Ensuite, ce truc-là, le plus grand que, ça dit redirige la sortie standard, mais pas celui d'erreur. Donc, pour info, on a toujours trois. Hein. C'est standard in, out, et puis standard error. Et il y a toujours trois. Et donc, ceux-là, ils vont tous pointer sur un dev PTS. Je ne sais pas si c'était 11 ou quelque chose. 8 peut-être. Ici. OK? Et donc, les trois pointent là-dessus. Standardin, il ne va pas écrire dessus, il va lire à partir de ce fichier-là. Mais ce n'est pas grave. OK? Quand je fais la commande de redirection ici, ce que je suis en train de faire, c'est que je dis, ah non, standard out, tu ne pointes pas là-dessus, attends, on va t'échanger, tu vas pointer sur, et puis il va écrire sur le répertoire courant, fichier inexistant. .txt. Okay. Ensuite, cette partie-là est intéressante parce que ça veut dire, moi je le lis un peu mal, mais comme ça je me souviens. Ça veut dire que 2, redirige-toi dans 1. C'est pas exactement ce que ça veut dire. La commande dit copie le fichier pointé par 1 dans 2. Okay. Et ce que ça fait, c'est que ça dit 2. Ouais, j'aurais dû mettre le numéro. Standard in, out, error. Okay. Du coup, le standard out, c'est le 1. Du coup, ça dit copie le truc pointé par 1 dans 2. Du coup, standard error, au lieu de pointer sur dev pts machin, il va pointer sur fichier inexistant. Okay. Donc ça, c'est une espèce de copie de truc. Ce qui est important à voir, c'est que j'ai fait la redirection de 1 au début, et ensuite j'ai fait le copie. Parce que si je fais le copie de ce truc-là avant, cette redirection-là, il va copier devpt8 dans standard error, qui pointe déjà sur devpt8, et ensuite il va faire il va faire la redirection d'ici. Et du coup, il y avait un risque qu'un seul soit changé. OK, ça nous permet aussi de les distinguer. Donc ici, c'est le 1, c'est le premier, c'est standard out, que je redirige dans un fichier, et standard error, que j'essaie de rediriger vers la console en nom. Si vous regardez, il y a l'erreur ici qui s'affiche maintenant. Okay. Si je le fais plein de fois, il y a l'erreur qui s'affiche plein de fois. Et si je regarde dans fichier inexistant, j'ai toujours
de retour de ls. Okay, je vais changer juste vite fait pour un écho. OK. Non. Je, je mens. Je vais revenir sur celui qui plante. Parce que c'est intéressant d'avoir les deux sorties. Parce que dans le cas de Echo, il marche bien chaque fois. OK. Donc, j'ai toujours mon ls d'un fichier qui existe, que je sais qu'il existe parce que je l'ai créé, et puis de quelque chose d'autre. Si je fais un double supérieur que, plus grand que, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ajouter la sortie de cette commande-là dans fichier inexistant. Donc, ajouter, c'est comme l'append. OK? Je suis en mode append ici. Donc, si je regarde fichier inexistant, niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Donc, j'ai 8 fois écrit dans fichier inexistant. Juste pour être très clair, 4, je suppose que c'est une commande que vous connaissez. Ça veut dire lis le contenu du fichier et puis affiche-le sur la sortie standard. La sortie standard, quand j'exécute le 4, étant devpts 8 ou je sais pas quel devpts on avait ici. 2, devpts 2. OK? Ça, c'est le standard out. C'est celui-là, c'est le 1. Si même, c'est pareil, si le 4, je décide de le rediriger vers un autre fichier, je peux, c'est 4, ça dans copie fichier.txt. Vous allez voir, il n'y a pas de sortie sur mon écran, mais si je regarde dans copie fichier, il y a bien le même contenu. Okay? Si je fais un diff, c'est la commande pour voir les différences de copie fichier et qu'est-ce que je vais copier? Fichier inexistant. Il n'y a pas de différence. Si je fais une fois de plus ma commande de double redirection, donc ici c'est le append, ici c'est append, donc fichier inexistant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je fais le diff, il y a une ligne de plus. Si vous regardez, diff va nous dire à la ligne 9, il y a 7 lignes de plus, donc côté gauche, qui est de trop. Donc, ouais, c'est dans fichier inexistant, il y a toute cette ligne de plus. Okay? C'est parce qu'on avait fait une redirection de plus. Le truc dans les redirections. Ah oui, le pipe. J'ai dépensé un truc où j'utilise des pipes. Ah, ok, mais ça peut être ça. Ok, donc si je fais mon ls lh, j'ai tous les fichiers de mon espace perso. Okay? Si je fais un pipe grep et fichier, qu'est-ce que ça fait? Vous avez bien vu, que ça c'est la commande initiale. Donc ça m'affiche sur la sortie standard toutes les fichiers du répertoire courant avec donc un fichier par ligne, les droits. A, c'est les fichiers cachés et H, c'est en human readable. Donc, ça veut dire que ça me donne les tailles. Par exemple, ça, c'est des kilooctets, ce fichier-là. L'autre, il vaut 112 mégaoctets. En plus, il ne sert à rien. Il bouffe juste de la place. Okay. Du coup, cette commande-là, c'est afficher ce qu'il y a dans le répertoire courant. Ici, j'ai une redirection. Donc, ça veut dire, prends la sortie standard de cette commande-là et mets-le comme entrée standard de grep. Okay?
Et grep, qu'est-ce que ça va faire? C'est un filtre. Du coup, il va chercher dans tout le texte qui sort, ou plutôt qui rentre dans cette commande-là, il va regarder et il va filtrer toutes les lignes qui ont fichier. Et du coup, j'ai choisi celui-là parce que c'est les 2 fichiers qu'on avait. Du coup, l'affichage, c'est fichier underscore et seulement 2 lignes contient ce texte-là. OK? Fichier underscore et donc c'est fichier OLA et fichier inexistant. Du coup, on voit ici, c'est standard out qui est redirigé vers standard in de la nouvelle commande. OK? Standard in étant typiquement, quand vous faites un scanf, c'est la lecture de clavier. Bon, je pense que ça fait un petit tour du truc. Vous avez des questions sur les redirections ou pas? Il faut juste bien comprendre que chaque terminal, il a son terminal virtuel pour ses entrées, sorties à lui. Typiquement, c'est attaché sur l'affichage du terminal et derrière sur le clavier quand vous faites une lecture. Et vous avez la sortie standard et la sortie d'erreur qui est sur le même. Quand une commande a une erreur, le mieux, c'est de l'afficher sur la sortie d'erreur. Ça permet ensuite de différencier les cas d'erreur et les cas de print normal. Et du coup, vous avez les redirections comme ça qui permettent de rediriger la sortie standard. Vous avez dans un fichier. Donc celui-là, c'est dans un fichier. Vous avez des redirections type pipe qui permettent de rediriger la sortie standard dans, euh, dans l'entrée standard de la commande suivante. Vous avez des redirections comme ça qui permettent de lire, donc ça change l'entrée standard et ça va le mettre dans la commande qui est à gauche. On va voir quelques exemples plus tard, mais, ou en TP. Et là, vous allez vous familiariser mieux avec celui-là. OK. Donc, pour la lecture des fichiers de texte, vous avez des commandes similaires à ce que vous avez déjà utilisé. OK? La commande getC, c'est similaire à getchar. La seule différence, c'est qu'il prend le file en paramètre. Donc, un getchar, c'est typiquement un getC sur standardin. Ça veut dire l'entrée standard. Si l'avantage avec getC, c'est que vous pouvez ensuite changer le fichier pour n'importe quel fichier du disque ou sur une autre sortie. Tu peux écrire ou lire sur les autres types d'entrées-sorties. Fscanf, c'est pareil que scanf, mais on va fournir le fichier dans lequel on veut écrire. OK? De base, c'est le standardin, c'est pareil. Et cette fois, maintenant, vous pouvez donc ouvrir un fichier et écrire dessus. Une chose très importante de scanf, c'est que scanf, il retourne le nombre d'éléments qui ont été lus. Et donc ça, c'est ultra important. Si vous voulez savoir si le scanf s'est bien passé, il faut tester la valeur de retour. Si vous regardez, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais si vous lisez les manuels, c'est souvent très bien indiqué. Ici, vous avez la fonction scanf et les paramètres qu'il prend, la fonction scanf, et puis il y a scanf. Scanf, c'est pareil que scanf, c'est juste que il va lire à partir d'une chaîne de caractères qui est fournie. OK? Fscanf, c'est à partir d'un fichier, et puis scanf, c'est à partir de l'entrée standard. Quand vous pouvez lire toute la doc, c'est toujours bien, mais il y a les return values souvent vers la fin. Et du coup, toutes ces fonctions-là, quand ils se passent bien, ils vont te retourner le nombre d'éléments qui ont été correctement lus. OK? Et donc, matched and assigned. Si vous vous souvenez, un scanf, ça ressemble. Je vais tuer l'écran tactile, du coup. Activer l'écran. Du coup,
faites typiquement un scanf de pourcentage D, l'adresse de X. Comme ça, la fonction scanf, il peut écrire dans l'adresse de X les bonnes valeurs. Ok. Ici, c'est un élément. Si, quand on fait le scanf, s'il trouve des caractères, donc on a tapé sur des caractères et pas des numéros, il ne saura pas faire le matching. Okay? Il y a une distinction de type. Donc, il va vérifier que c'est bien une donnée type int qui lit et ensuite il va les assigner dans X. Donc, dans la doc, vous allez voir ce type de remarque. Matched and assigned. Okay? Ça peut être moins que les valeurs qui sont lues. Donc, moi, je peux avoir int yz. Et je peux faire un scanf. Je vais le décaler un tout petit peu. Pourcentage D. Pourcentage D, pourcentage D. Et ça peut être l'adresse de X, l'adresse d'Y, l'adresse de Z. OK. Je vais rajouter un int n. Donc, n égale. Donc, dans mon code, comment je sais si ça s'est bien passé ou mal passé? C'est la valeur de retour du scanf. OK? Je vais dire if n égale à combien d'éléments j'essayais de lire? C'est 3. Puis là, je peux faire un print. Printf, tout s'est bien passé. Bien. OK? Si plus petite que 3, là, je fais mon print. OK? C'est une façon très, très simpliste de traiter le cas d'erreur. Mais ce qui est important, c'est que vous testiez chaque fois que vous utilisez des scanf. Qu'est-ce que j'ai fait de mes couleurs? Que vous testiez ça. Et ça, c'est clé. Avec scanf, ça va être la même chose. Vous êtes en train de lire à partir d'un fichier. Si vous avez bien structuré votre fichier, par exemple, vous stockez des personnes ou des élèves ou quelque chose comme ça, bah, on va chercher, on va lire une chaîne de caractères pour le nom, une chaîne de caractères pour le prénom, on va lire l'âge, on va lire l'adresse, chaîne de caractères, on va lire l'âge était un int, etc. Et en une seule ligne, on peut avoir toutes les variables qu'on veut lire, donc toutes ces variables-là, en une seule ligne, et puis ça fait un élève. Et tout ça, on va le stocker dans élève. Donc, après, vous faites toutes les assignations des sous-variables d'élèves de tous les champs, et vous regardez bien que tous les champs ont été lus correctement. Comment savoir si tous les champs sont lus correctement? C'est avec n. Okay. Et j'insiste beaucoup parce que vous allez tomber sur du code ou sur Internet, c'est blindé de code tout pourri qui fait des trucs. Vous allez tomber sur beaucoup de code qui est de type if, not in the file, quelque chose. OK? Et la plupart de ce code-là est erroné. Juste pour que vous sachiez. OK. Du coup, file a bien, scanf, excuse-moi, toutes les scanf a bien vérifié la valeur de retour. Comme fopen, il faut bien valider que vous avez ouvert le fichier. Et voilà. Fget, donc get, c'est string, donc chaîne de caractères. Comme vous pouvez imaginer, il va essayer de lire à partir du fichier qui est défini ici, taille caractère, et il va les stocker dans chaîne. Et il retourne aussi une copie de l'adresse. C'est le même pointeur qui est envoyé. À quoi ça sert? C'est parce que ici, il va stocker les bonnes valeurs et tout ça. Bon, c'est top.
Et cette valeur-là, ça peut être nul, le valeur de retour, quand le fget n'a pas réussi. Donc c'est pareil, il faut tester que ça a bien marché. Il faut valider que ce n'est pas nul. File end of file. Le file end of file, ça va faire un test. C'est une booléenne qui retourne 0 si on est à la fin du fichier et autre chose que 0 si l'indicateur n'est pas à la fin. Donc, par indicateur, si on revient sur ce type de dessin, ici c'est end of file. Donc si le curseur du fichier se trouve déjà sur end of file, si je fais file end of file, il va me dire oui, c'est la fin. OK? Et puis si le curseur se trouve ailleurs dans le disque, il va dire non. OK? C'est très simple. Ça permet de tester. Supposons que vous étiez en train de lire un gros fichier et vous faites beaucoup de scanf. Donc vous avez lu, tout se passe bien, tout se passe bien, tout se passe bien, et puis d'un coup, ça se passe mal. Donc, il y a ces fonctions-là sont pour tester le cas où ça s'est pas bien passé. Typiquement, on va tester si c'est file end of file. Ça veut dire que oui, on est arrivé au bout de la lecture et c'est pour ça que ça s'est fini. Dans le cas d'erreur, on va tester si ça c'est faux, bah, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé au bout du fichier. Est-ce qu'on est dans un cas d'erreur? Et ça permet de tester si le cas d'erreur s'est présenté. Et ensuite, le clear error, ça veut dire, bon, j'ai déjà regardé, c'est bien un cas d'erreur. Maintenant, je vais enlever de la structure file l'erreur. Comme ça, je peux continuer à utiliser le file. Ça s'utilise très peu. C'est dans un cas où vous avez fait quelque chose pour corriger ou vous voulez retenter de travailler avec ce fichier-là malgré l'erreur. Et ça peut se produire dans plusieurs cas. Hein. Vous avez un fichier, vous avez accédé par réseau ou un fichier où les droits ont changé au milieu ou quelque chose comme ça, il y a une erreur. Vous retentez et puis ça passe une deuxième fois. Donc, quand vous voulez écrire des données dans un fichier, très simple, le plus commun, c'est le fprintf. C'est comme un printf, mais vous spécifiez le fichier. Donc, dans un premier temps, il y a plein de défauts dans printf et scanf. Et ces deux fonctions-là ne sont pas idéales, ne sont pas parfaites. Mais pour ce qui concerne le cours, c'est simple de travailler avec. Et du coup, c'est souvent ce que je conseille, c'est de faire des printf et des scanf. Vous pouvez aussi utiliser putse. Donc, putse, c'est la même chose que putchar que vous avez déjà utilisé. Vous allez écrire le caractère dans, et maintenant il faut toujours spécifier le fichier. Et puis vous avez puts aussi, c'est vous avez la chaîne de caractères, vous allez l'écrire dans le fichier. De mémoire, ces int-là sont, mais on va vérifier, sont le nombre de caractères qui ont été écrits. Du coup, j'ai fait un man d'une des fonctions de fputs. Vous allez regarder, il y a plein de variantes. Okay? Les variantes, ils changent un tout petit peu. Ce qui m'intéresse à moi, c'est les return values sont là. Okay, donc fputse, putse et putchar return the character written as an unsigned char cast to an int or end of file on error. Donc, il retourne le caractère qui a été écrit. Okay? Donc, si ce caractère-là, c'est, je ne sais pas, le 27, le 65. Si on a écrit un 65 dans le fichier, donc juste pour de mémoire, 65, il me semble que ça correspond à A majuscule. Je vais regarder le tableau ASCII vite fait. Le 65 se trouve ici. Okay. Donc, c'est bien un A majuscule. Donc, si j'essaye d'écrire 65 dans FP, le int retourné, ça va être 65. Et c'est très simple. Pourquoi, si j'écris un char, il essaye de m'envoyer un int?
Et donc, la question est tout simple. Si vous regardez ici, dans les tables et tout ça, les chars vont de 0 à 255 valeurs. Ok? Donc, il y a 255 valeurs. Comment je fais pour représenter un cas d'erreur si toutes les valeurs sont utilisées par les tables? Et du coup, parce qu'ici c'est 1 byte, égal à 2 à la 8, égal à 256 possibilités. Si toutes les possibilités sont déjà définies dans les standards, comment je fais pour envoyer par exemple un -1? Ça ne rentre pas. Ok? Le cas très précis d'une valeur négative pour indiquer une erreur, ça ne rentre pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'utiliser un char pour les cas d'erreur, on convertit le type en int, et puis si c'est négatif ou si c'est autre chose, comme end of file, ça va indiquer les cas d'erreur. Okay? Donc, il y a une conversion automatique qui se fait. Le caractère, on essaye de l'écrire. Si ça se passe bien, on envoie bien le 65. 65 pourrait rentrer dans un char. Juste pour info, il me semble que, juste pour vérifier, c'est bien. Non, non, ok. C'est moi qui dis des bêtises. Ici, c'est que des ints dans les nouvelles définitions. Donc, moi, je dois avoir un truc plus vieux. Mais bon, c'est pas très grave. Ici, de toute façon, ça va être des int. On va écrire des valeurs de 0 à 255 dans la table ASCII. Et en cas d'erreur, le int, ça nous permet, étant beaucoup plus grande, il peut stocker toutes les valeurs de char plus tous les cas d'erreur. Et du coup, ça va nous retourner, en cas d'erreur, un end of file. Bon. OK. Un cas relativement simple. J'ouvre deux fichiers, FP1 et FP2. FP1 est égal à tt.txt en mode lecture. Très bien. Si j'ai bien ouvert ce fichier-là, donc ça veut dire qu'elle n'est pas nulle, donc ça c'est important. Je passe et j'essaye d'ouvrir ttbis.txt en mode lecture. Okay. C'est important de voir, je vais souligner les types. Mode lecture, je ne peux pas écrire dans le fichier. Mode écriture, ça va détruire le fichier et ça met le curseur au point initial. Et qu'est-ce que j'essaie de faire? Si je fais un getC, donc je récupère un caractère et je le stocke dans C, et je regarde si je suis à la fin du fichier. Si je ne suis pas à la fin du fichier de FP1, donc le premier qu'on essaie de lire, je peux écrire le fichier dans FP2, je récupère la nouvelle valeur, je l'imprime, ça c'est très optionnel, c'est pas très grave, et puis je boucle. Est-ce que je suis à la fin du fichier de FP1? Si non, donc ça veut dire qu'il y a encore des caractères, j'écris les caractères, je récupère la nouvelle et j'imprime la nouvelle, je boucle. Et je fais ça jusqu'à ce que le curseur il arrive à la fin de fichier. Donc, finalement, si j'ai un tout petit fichier avec HOLA, puis end of file. Le premier C, il va valoir H, et puis la deuxième fois, avec ce getC, il va valoir O, la troisième fois L, la troisième fois A. Et chaque fois, on est en train de l'écrire dans FP2. Donc, c'est une fonction qui va prendre toute ttbis, caractère par caractère, et tt, excuse-moi, caractère par caractère, et ça va l'écrire dans ttbis. Donc, ça fait une copie de fichier, très basique. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, supposons que j'étais sur le O. Je suis ici, c'est toujours pas end of file, et que mon disque plante, ou le réseau qui contenait le fichier plante, ou la lecture plante, pour n'importe quelle raison. Comme j'ai insisté, dans les fichiers, ça peut
Ça peut arriver à tout moment. Ok, c'est beaucoup plus fragile que la mémoire. Vous ne pouvez pas supposer que les lectures vont marcher. Donc, dans le cas où ça plante ici, vous voyez, le curseur il n'est jamais arrivé à end of file. Mais j'ai plus droit de, si ça plante, j'ai plus droit de continuer à utiliser. Je peux essayer, mais rien de bien va se passer. Et du coup, toutes ces getC, après que ça a planté, ils sont incorrects. Et en fait, ce getC, il va jamais arriver dans le cas de end of file. Et ça fait que cette boucle-là, il va être à l'infini. Ok? C'est parce que ici, c'est pas le bon test à faire. Ici, ça teste si je suis bien arrivé à la fin du fichier, supposons que tout s'est bien passé. Et ce n'est pas du tout le cas, et la plupart du temps. Assez souvent, on peut avoir des problèmes. Et, donc, quelle est une meilleure façon, on va dire, de travailler avec un fichier comme ça? Ici, j'ai les mêmes ouvertures. J'ai exactement tt.txt, ttbis.txt en lecture et écriture. J'ai 2 variables ici que j'ai ajoutées. Donc, ces variables-là, c'est mes variables qui vont stocker les valeurs lues ou écrites pour vérifier que mes 2 fichiers, parce que j'ai ouvert 2 fichiers, sont en train de marcher correctement. Donc, moi, j'ai initialisé les valeurs pour pouvoir rentrer dans le while. Vous pouvez imaginer que c'est un for ou un do while. L'initialisation, peut-être on n'a pas besoin si vous faites commencer par un getC, un putC ou quelque chose comme ça. Et donc, quelle est la partie importante? Je teste si les 2 valeurs ne valent pas end of file. Okay? C'est très différent à dire est-ce que mon pointeur de fichier est sur end of file? Okay? La fonction file end of file, ça dit ton pointeur de fichier se trouve déjà à la fin du fichier. Ici, je suis en train de regarder avec ces 2 lectures ici. Est-ce que le caractère que je récupère du fichier ici est un bon caractère? Donc, si c'est end of file, ça veut dire que quelque chose s'est mal passé. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est mal passé, mais je sais que quelque chose ne va pas. Et ici, avec le putC, c'est pareil, j'essaie d'écrire dans FP2 le caractère C. Si ça écrit C, ça veut dire P vaut le même caractère. Si ça n'a pas marché, P va valoir end of file. Okay? Et puis, je boucle. Et du coup, je fais bien attention que chaque getC est testé. Okay? Ici, c'est getC. Si j'aurais utilisé fscanf et fprintf pour faire la même chose, je vais tester les valeurs de retour de fscanf et les valeurs de retour de fprintf. Okay? Et dans le cas où j'arrive, soit il y a une erreur, soit j'arrive à la fin du fichier de fp1, C va valoir end of file. Et c'est pareil dans P. On peut très bien pouvoir lire C. Supposons que, imaginez que vous avez un fichier qui vaut, je sais pas, 700 mégaoctets et que vous êtes en train d'écrire byte à byte dans un autre fichier. On peut avoir un qui lit très bien et puis on a rempli le disque et c'est le deuxième qui plante. Donc, il faut quand même tester les 2 fichiers. Et soit dans la même condition, soit dans plusieurs conditions. C'est vous qui voyez. Mais il faut tester les 2. Et voilà. Donc, si ça se passe bien, ça va arriver au bout du fichier et puis ça va être end of file et puis on finit. Et quand on finit, on ferme les 2 fichiers. Donc, un truc important ici, c'est que il faut fermer les 2, mais il y a une possibilité que, par exemple, j'ai bien ouvert le premier le fichier tt.txt, mais j'ai pas ouvert la deuxième. Okay? Dans ce cas-là, faut bien fermer, donc fp1 va pas être nul, donc on fait le fclose. fp2 va valoir nul si le deuxième fichier s'est pas ouvert correctement, et donc on fait pas d'fclose parce que ça va planter. Dans le cas où le premier fichier marche pas, on revient ici, et puis on fait fp1 va bien valoir nul, on fait le fclose. fp2 n'a jamais été exécuté, donc il ne vaudra pas nul, et on ne fait pas le fclose. Il y a des améliorations à faire ici, donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire là. Je ne sais pas si c'est clair.
On peut essayer de les faire ensemble si vous voulez. Ça, vous aurez une petite idée de... Voilà. OK. J'espère que le code est assez grand pour tout le monde. Ouais, je vais faire un peu plus petit pour moi. Du coup, c'est exactement le même code qui est sur le slide. Et moi, j'ai une préférence pour utiliser ce qui s'appelle des clauses de garde. OK? Donc, si vous regardez ici, j'ai un if et puis, dans les conditions, quand ça se passe bien, j'embrique les sous-conditions. Mais ça fait que j'ai un code qui est quand même très indenté et puis ça a une tendance à créer des fonctions un peu plus longues. Pour éviter de trop indenter le code. Et donc, c'est parmi les conseils des programmeurs de Linux et tout ça, c'est que c'est trop difficile. Tiens, je vais tuer cette appli aussi. C'est trop difficile de gérer le code. Ok. Du coup, c'est souvent plus clair de faire l'inverse. Donc ici, je fais un fp1 égale à open égale à nul. Et puis ici, je fais tout de suite un exit failure. Comme la ligne est un peu plus longue, je suis sur le caractère 66, ici, si vous regardez à droite. Du coup, je vais peut-être faire un truc comme ça. Et dans ce cas-là, je sais que ça va finir le return et il n'y a rien de plus qui s'exécute. Du coup, je peux faire la même chose ici. Je sais que ça s'est mal passé et du coup, je finis. OK, petit détail, c'est que si j'arrive sur la ligne 10, je sais que j'ai un FP1 qui est déjà ouvert. Du coup, avant de finir l'exécution de la méthode, vous devez faire un fclose de FP1. Comme maintenant j'ai deux conditions, il faut que je mette des accolades. Okay. Du coup, ici, j'ai testé les deux. Et maintenant, je sais que mon code plus tard, il va être valide. Et ça me permet du coup de faire ça. Je sais que quand j'arrive dans toute cette partie-là du code, j'ai déjà un FP1 qui n'est pas nul et un FP2 qui n'est pas nul, donc je peux faire directement les fclose. Exit failure, il faut le déclarer. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ici, vous pouvez faire, dans les deux cas, vous pouvez choisir d'écrire quelque chose sur la sortie standard. Avant de le faire, tiens, je vais sauvegarder.
On va essayer de compiler ça. Je reviens sur la compilation parce que c'est important que vous compiliez avec toutes les erreurs. Donc, le fichier s'appelle file3good.c. Donc, si je fais gcc file3good.c, très bien, ça me crée un fichier up-on-out. Mais je n'ai pas toutes les warnings. OK? Donc, moi, ce que je veux que vous fassiez, plutôt, donc ici, j'ai changé, le fichier exécutable va s'appeler file3.good et j'ajoute toutes les warnings. Donc, au minimum, je vous conseille d'utiliser ces deux-là. Ça vous dit quelles sont les variables pas utilisées, quelles sont tous les différents mauvaises castes ou mauvaises utilisations de différents types. Et vous pouvez aussi rajouter un de plus si vous voulez. C'est pédantique, c'est pointilleux. Okay? Donc, il y a des tout petits détails minuscules qui servent plus ou moins à rien, mais il va te les afficher quand même. Du coup, ici, je vois bien que je n'ai pas de warning. Si j'exécute mon code, je ne vois rien. Okay? Il n'y a rien qui se passe parce que je n'ai pas de printf. Donc, on va revenir ici et on va rajouter quelques printf juste pour dire les cas qui se sont bien passés ou mal passés. Non. Donc, sur la sortie d'erreur, je vais afficher le fichier tt.txt. Ouais, il n'est pas ouvert. Même chose, ttbis.txt n'est pas ouvert. Je recompile vite fait. Et je vois bien, donc ça manque un slash n déjà. Ok. Ce petit printf me permet de savoir si je suis déjà arrivé à bien ouvrir les fichiers. Et du coup, on recompile. Donc, j'ai deux cas d'erreur qui sont affichés. Donc, je vois bien le fichier tt.txt n'est pas ouvert. Pourquoi? Parce que j'essaie d'ouvrir un fichier qui n'existe pas. Voilà, les meilleurs élèves du monde sont dans SE3. Et par rapport au code que j'avais, on va faire ça. Bon. Maintenant, j'ai une exécution avec pas mal de printf. Si vous regardez dans le code, ici ligne 27, j'ai fait exprès d'imprimer C et P pour que vous voyez bien les deux valeurs en caractères. Donc ça, c'est la conversion automatique qui se fait entre la valeur et le caractère ASCII qui doit être affiché. Et puis en pourcentage D. Comme ça, on compare aussi les deux cas de valeur des trucs. Donc, dans la grosse majorité des cas, ça va être 2 fois le même caractère et puis 2 fois le même numéro. Donc, je reviens. Si tout va bien, faisons le copie du fichier. Première lettre, c'est L du fichier, 76, puis E, S, et puis un espace. Donc, vous voyez, espace c'est 32. M, donc les meilleurs élèves. Ah, OK. Ces caractères-là, si vous regardez, ils ne sont pas affichés, mais ça correspond au E avec l'accent que j'avais écrit. OK. Élève, donc ça c'est pareil, ces deux, c'est le même. Donc ça veut dire que l'accent, le E avec l'accent a consommé 2 bytes, si vous regardez bien. Il y a 2 places vides et 2 places vides. Et puis élève du monde, etc. J'arrive jusqu'à la fin, donc soit on est sur 3, j'arrive à la fin, ça c'est l'entrée de ligne
Donc, c'est le anti/n. C'est pour ça que ça s'affiche bizarrement. Ici, le 10, je ne me souviens plus. Ça doit être... peu importe. Et puis, à la fin, j'ai un -1 et un 255. OK? Donc, pourquoi il y a cette différence ici? Si on revient sur l'affichage, dans la doc, c'était indiqué que toutes ces récupérer une valeur, c'était le caractère casté, non, c'était end of file en caractère casté, et en fait, il y a un débordement de caractère P. C'est tout. Quand on fait l'affichage, en fait, il est arrivé à 200, il est arrivé à -1. Comme l'impression, il essaye de faire avec, avec le -1 qui rentre pas dans les 256 valeurs. Il y a le débordement, donc il reprend depuis l'autre côté de la valeur la plus grande. OK. Par rapport à ce code-là, est-ce qu'il y a d'autres améliorations? Moi, j'ai bien les failures, j'ai les failures. Je ferme dans le cas où le premier fichier c'est bien ouvert, je ferme ce fichier-là. Je regarde plus tard, j'ai bien la fermeture des 2 fichiers qui ont été ouverts. Donc, je sais que dans tous les schémas d'exécution de ce code-là, si je tombe dans n'importe quel return, j'ai bien fermé toutes les ressources que j'ai consommées. Ici, j'ai la boucle. Vous pouvez changer la boucle comme vous voulez. Ça peut être des for, des do while, autres. Ici, c'est juste une option. OK? Et c'est un peu mieux parce qu'il y a beaucoup moins de niveaux d'imbriquement que le code fourni sur les slides, mais c'est plus long aussi, c'est plus large. OK? C'est pas très grave parce que ça nous donne une lecture plus verticale. Et c'est parce qu'on veut éviter les niveaux d'indentation qui sont beaucoup plus difficiles à débugger. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Je pense que c'est bon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah non, ça va. OK. 9h22. OK. Bon, ça fait un petit cas. Il y avait un autre truc tout simple. C'était pareil, si jamais vous avez des doutes, vous pouvez afficher donc toutes les valeurs aussi. Toutes les valeurs ASCII. On va démarrer égal à 65, comme ça on a le A majuscule. C'est plus petite que, je sais pas, 95, quelque chose comme ça. C++. C'est dur parce que mon clavier il est loin et le PC portable il gêne. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc un printf tout simple. Je peux afficher la valeur entière, suivi de la valeur caractère, de C et de C. Et quand vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire des petits codes, un peu à la con comme ça. Monsieur, Ouais, dans votre for, vous avez marqué for C égale 65 et jusqu'à C supérieur strictement à 95. Donc pardon. Comme ça? Ah oui, Ouais, c'était un désolé. inférieur. Ouais, c'est le shift que j'ai raté là. Bon, j'ai fait de trop. Oui, ça commence à 65 et puis ça va valoir 65 ici. Ça va faire un affichage de 65 en entier et puis de 65 en caractère. Et puis ça boucle et ça incrémente, donc 66, 67, 68. Et il faudrait peut-être rajouter un truc ici.
Je vais les faire en coupe. Peut-être, ouais, peut-être des nouvelles lignes. Moi, c'est non, c'est A to Z, A to Z, et puis wall, voilà, d'accord. Si je fais une petite impression comme ça, commencer par 65 qui est le A majuscule, et je commence à imprimer tous les caractères. Donc ici, vous voyez bien les différents caractères. Ça, c'est son numéro, et puis ça, c'est le caractère auquel ça correspond. OK? Ce qui est intéressant ici, c'est que, bon, juste pour vous rappeler, c'est que caractère va de 0, donc les caractères ASCII vont de 0 à 127 et les extended vont jusqu'à 255. Mais ça, c'est que des positifs. Du coup, ici, j'ai utilisé un unsigned char pour dire il n'y a pas de signe, il n'est pas négatif, c'est un positif. Char, malgré le fait que souvent on y pense comme un caractère, c'est bien un entier. En fait, c'est un petit entier de 1 byte. Et donc, tu peux incrémenter sur un entier. Et ici, c'est juste pour bien insister sur le fait que c'est l'affichage qui choisit de faire des caractères et que C vaut toujours un entier. OK? OK. Je vais continuer sur les slides. S'il n'y a pas de questions ici, j'ai fourni ici un peu l'exemple de ce que j'avais fait avant. Je pense qu'il est assez similaire. Donc, c'est pas très grave. Du coup, je vous conseille de programmer avec des clauses de garde. Et mettez bien les if qui sont des conditions importantes qui sont des conditions importantes de votre code. Et donc, vous bloquez les conditions initiales et vous vérifiez. Si ça ne va pas, vous faites un return et vous sortez de la fonction. Vous pouvez aussi faire des exits. Okay? Si pour votre code, c'était hyper importante et que rien ne nous empêche que, à la place de faire un truc comme ça, de faire un exit failure. J de mot. Ok, OK. Du coup, return, ça va finir la fonction. Ici, on est dans le main, donc le programme se termine. C'est une coïncidence. Hein. Si je suis dans une sous-fonction appelée, qui a été appelée, ça va finir juste la fonction. Exit est beaucoup plus fort. Exit, peu importe où tu es dans le programme, tu fais exit de exit failure, et puis le programme se finit. Il n'y a plus rien. OK? Et toutes les autres fonctions se finissent. Et ensuite, c'est au système d'exploitation de ramasser toutes les ressources que vous n'avez pas fermées correctement et libérer toute la mémoire que vous avez consommée. OK. On va passer sur les fichiers binaires. Donc, les fichiers binaires, on a dit, il n'y a pas de vraie distinction. C'est... je vais muter, le mec qui bosse au lieu de m'écouter. C'est bien. Il n'y a pas de vraie distinction. Okay? Mais sur certains systèmes qui ne sont pas POSIX ou pas Unix, on peut être amené à faire cette distinction. Si ça existe, vous faites ce type d'ouverture. Donc, il y a RB, WB et AB. C'est allongement, écriture et lecture. Il y a, donc je ne vous en ai pas parlé avant, il y a ce truc-là, le plus. Okay? Le plus est important. Ce plus-là, ça veut dire je fais en lecture, mais je garde aussi la possibilité d'écrire. Et ça fait que si vous faites ça, vous êtes en lecture. Votre pointeur se trouve au début du fichier. Le fichier n'a pas été écrasé, mais vous avez droit de écrire aussi. Si vous faites W+, vous allez dans le cas d'un fichier que le curseur initial pointe bien sur le début. Mais vous avez détruit tout votre fichier. Okay? Donc, il est tronqué, il est vide. Et puis, vous pouvez commencer à écrire,
mais vous pouvez aussi revenir et lire ce qui a été écrit. Donc, ça vous permet de vous balader et de faire des lectures-écritures. Et puis, en mode append, donc A+, vous allez dans le cas où le curseur est à la fin, etc. Okay. Juste pour être bien clair, il y a aussi les équivalents en non binaire. Okay? Donc, tu peux avoir le R+, W+, et puis A+, aussi. Okay? Ce n'est pas que RB. Il y a des différentes variantes. Donc, je vais faire les deux choses. Mets-moi dans l'état de la lettre, donc du read, c'est curseur initial au début, et write, c'est au début, et puis A, c'est à la fin, et puis j'ai le droit de faire les deux opérations. J'ai déjà évoqué fclose, puis fend of file. Donc, vous faites close. Avant de faire close, vous pouvez tester si file end of file est correct. Ça veut dire que vous êtes arrivé au bout du fichier, ou si vous êtes dans les cas de ferror. Okay? Donc, c'était l'autre fonction. C'était ferror aussi à tester. Vous pouvez être n'importe où dans le fichier, et puis il y a quand même eu un cas d'erreur. Votre boucle de lecture, il s'est fini, puis vous êtes sorti, donc c'est bien de tester. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas testé ici. Okay? Donc, s'il y avait une amélioration à faire ici, ce serait de tester ferror et puis end of file. Oui, j'ai oublié ça. Donc, on a vu fprintf, fscanf, putc, le fputc, tout ça. C'est bien pour des caractères, pour du texte. Mais si on a envie d'écrire une structure entière ou les entiers en brut, en binaire, il faut passer par des commandes qui sont un peu plus bas. C'est fwrite et fread. Okay? Donc, fwrite, il prend un pointeur. Il ne sait pas ce que c'est. Okay? Cette ligne-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai la variable P qui est de type const void étoile. Et c'est son type. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un pointeur vers quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, mais ça va être vers quelque chose. En tout cas, la fonction fwrite ne sait pas ce que c'est. Vous allez savoir si vous écrivez un int, pour dire l'adresse d'un int. Si vous écrivez un tableau d'élèves, c'est l'adresse du premier élément du tableau d'élèves. Okay? C'est assez flexible, cette fonction. Et le const, ça veut dire que la fonction ne va pas modifier la valeur de PT. Okay? Donc, rien sera modifié dans la fonction appel. Il a juste besoin de l'adresse, mais il ne va pas la changer. Le size, ça va être la taille de ce que vous essayez d'écrire. Donc, si c'est un int, ben, ça va être les 4 bytes. Si c'est autre chose, ça va être différent. Le size t, donc le nb, ici, c'est le nombre d'éléments. Donc, on peut écrire tout un tableau de peu importe. Ça peut être un tableau de int, ça peut être un tableau d'élèves. Et vous dites combien vous allez écrire d'un coup. Donc, il va le travailler comme si c'était un tableau. Hein. Si vous mettez 5, il faut que les 5 soient contigus. Ce type de fonction, ça ne fonctionne pas avec les listes chaînées où la mémoire est un peu partout. Et ensuite, le fichier dans lequel vous voulez écrire. Donc, si tout va bien, size t ici, le retour de fwrite, ça va être le nombre d'éléments qui ont été correctement écrits. Okay. Un petit exemple ici, c'est j'ai un x quelconque, peu importe son type. Hein. Je vais faire l'écriture de ce qu'il y a dans l'adresse de x. C'est de taille x. Donc, si x est un int ou un élève ou quelque chose, les tailles vont être différentes. J'écris un seul x dans le fichier fp. OK? Vu l'heure, ouais, cet exemple, il est tout pourri. On va sauter autre chose. Fread, c'est l'inverse. Okay? Ici, si vous regardez, ça, c'est plus const. Donc, j'ai un pointeur. Le fread, il ne sait pas ce que c'est. Il a besoin d'une adresse où il peut stocker des choses. Okay? Donc, c'est ça. Ce n'est pas const parce qu'il va la modifier. C'est le read, donc c'est un peu comme le scanf, il va aller taper dedans, il va insérer les données. Size t de taille. Donc, juste pour info, size t, c'est un remapping, c'est un type def spécifique pour chaque système qui garantit que, par exemple, c'est suffisamment grand pour stocker toutes les adresses de la mémoire.
où c'est suffisamment grand pour stocker toutes les valeurs nécessaires pour des boucles ou ce type de choses. Mais typiquement, c'est basé sur les adresses. Donc, si vous avez un système 64 bits, vous avez, c'est 64 bits, ça existait. Si vous avez un système de 16 bits, ça va être 16. OK, donc ça, c'est le type et le nom de la variable, c'est taille. Donc, taille de chaque élément qui va être stocké, le nombre d'éléments et qui va être lu. Hein. C'est la taille de ce qui doit être lu en un bloc et puis le nombre d'éléments à lire. Voilà, et puis ça te retourne le nombre d'éléments qui ont été correctement lus. Si vous regardez, c'est à peu près la même chose qu'il y a sur le slide précédente. Ça va lire des choses de taille, et ça dépend de ce que c'est X, et ça va le stocker dans l'adresse de X. Et puis, dans cet exemple, c'est une à la fois. On revient, donc petit exemple sur, qui est le mauvais exemple. On a ici une structure, nom, âge, qui s'appelle personne. On définit une personne, on ouvre le fichier personne. Okay. Si le fichier est correctement ouvert, je commence à exécuter le code. Et donc, je fais une lecture d'une seule personne et je le stocke dans l'adresse de P. Cette structure-là, ce n'est pas un pointeur vers une structure, c'est vraiment la structure. Et du coup, je passe l'adresse de cette structure-là pour que Fread puisse écrire dedans. Toujours la mauvaise façon de faire, c'est si je suis à la fin du fichier, je m'arrête. Okay? Ce n'est pas la bonne façon de faire. On a bien vu qu'il faut utiliser les valeurs de retour. Et du coup, je fais un printf et puis je fais un fread et ça boucle jusqu'à ce que j'ai fini d'imprimer toutes les personnes. Là, une bien meilleure fonction. Ah oui. Je pense que cet exemple, on le fait. Je le trouve déjà, le bad code. OK. On va commencer. Bad persons. OK. Ouais, je vais laisser le type def. Moi, la recommandation que je vous ai faite, c'est de ne pas tout de suite utiliser le type def. Du coup, je fais personne. On peut même, ouais, on peut carrément faire comme je vous dis de faire. En type def. Donc, j'ai une personne. Et puis ici, P va être de type struct personne. Struct personne. Une vérification que ça compile déjà. Binaire. Okay. Voilà, j'ai un code qui compile. Le fichier personne n'existe pas. Du coup, on peut le faire. Donc, je vais créer quelques personnes, comme ça sera vite fait. Ouais. OK, du coup, j'ai besoin d'un fichier pour écrire. J'ai défini un fichier. Là, il vaut rien d'intéressant. Je fais un fopen, donc f égale à fopen 2. Et si on travaille sur personne, on va garder personne. Comme je vais faire de l'écriture binaire, c'est pas très utile.
sur la plupart des systèmes aujourd'hui, mais ça peut servir sur des petits systèmes embarqués. Donc, si f égale à nul, c'est là où je vais planter tout de suite. Je ne vais même pas me poser des questions. Parce que pour celui-là, j'ai besoin de std. Minuscule. std.h. Voilà. OK, ici, c'est clause de garde. Maintenant, j'ai un fichier qui a l'air de marcher. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais définir mes personnes que je vais écrire. Du coup, pourquoi pas faire un petit tableau de 2 personnes. Vous pouvez l'initialiser comme vous voulez. Là, vous avez 2 personnes. Donc, tu peux faire P de table de 0.nom, P de table de 0.âge, âge égale à, etc. Ou, pour l'exemple, je peux un peu tricher. Walter de 75 ans. Et je vais faire peut-être Pierre Garcia. Il n'y a pas de Pierre Garcia dans le groupe, non? Il va avoir quel âge Pierre Garcia? Il va avoir 22 ans. En virgule. Ok, ça a l'air d'aller. Ici, j'ai 2 personnes dans... Ouais, on peut faire une troisième, ça va assez vite. Pas très intelligent, mon truc de guillemets. Ah oui. Ok, Monsieur, c'est autour de le vote 55, vous l'avez pas mis dans vos accolades. bien vu. Il m'a écrasé le dernier. Ah, de chercher le truc. Voilà. Gardez le même style. OK, du coup, j'ai 3 personnes et j'ai un fichier qui est ouvert. Donc, tout a l'air d'aller bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va être le fwrite. Et donc, fwrite de quoi? Ben, moi, je veux l'adresse de tout le tableau. De quelle taille chaque élément? Ça va être size of. Et je suis en train de stocker des personnes. Donc, ça va être une structure personne. Combien? Et ici, il y a plusieurs trucs intéressants. Je peux faire, très bien, je peux faire 3, si vous voulez. OK? Ça marche. On va le faire comme ça, dans un premier temps. Et dans le fichier F. Donc ici, j'ai un code qui marche très bien. Faut voir qu'il y a une distinction entre un pointeur et un tableau. Donc ici, j'ai bien un tableau, ce n'est pas un pointeur. Et sizeOf marche aussi sur les tableaux. Okay? Si vous le faites sur un pointeur, il faut faire attention de savoir bien si c'est un tableau ou un pointeur, parce que ce n'est pas pareil. Et même si, avec les pointeurs, tu peux y accéder comme si c'était des tableaux et tout ça. Donc ici, j'ai bien un tableau. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux faire un truc du genre, au lieu de dire 3, je peux faire size of mon tableau. Donc size of ptab. Je pense qu'on a besoin de 16. Divisé par, donc ptab va valoir, c'est pas 3 éléments, c'est 3 fois struct de personnes, okay, en nombre de bytes. Donc c'est plutôt large. Et je vais diviser par, donc, je peux diviser soit par size of struct personne, soit par le premier élément du tableau. C'est juste une petite astuce pour que vous voyez la flexibilité. Voilà, donc ici j'ai un size of tout mon tableau divisé par le premier élément du tableau. Et ça va me retourner, le nombre de personnes que j'essaie d'écrire. Okay? 3 ou ça va me retourner 3. L'avantage, c'est tout simple, c'est pas grand-chose.
c'est que ici, si je fais 2, ça va automatiquement être à jour et le code marche. Ok. Si je fais 5, c'est que ce calcul-là, il va regarder ce que c'est 5. Ok. Donc, il va bien stocker les 5. On peut même le faire pour, oui, on le fera plus tard. Pour vous montrer ce que ça fait si je fais un truc comme ça. Si j'essaie d'écrire plus que le nombre d'éléments du tableau. OK, avec ça, je pense qu'on est bon, sauf que je n'ai pas testé le cas d'erreur. OK? Et du coup, ici, j'ai besoin de récupérer le nombre d'éléments qui ont été écrits. Et NB égale à NB égale à pourcentage D, anti/N. Ouais, ça fera l'affaire. Juste pour regarder ce qu'il y a dedans. OK. Compris. OK, du coup, j'ai ma fonction écrire personne et le main tout pourri. Du coup, on va faire un truc. Ils appellent write persons, non? Oui. Write person, ça marche. OK. Du coup, le main va faire seulement l'écriture et on peut la tester. Est-ce que je suis dans le bon dossier? Donc, GCC, machin. Voilà. Et pour l'exécuter, ND égale à 3. Donc, juste faites attention, il n'y a que write person qui est exécuté, il n'y a pas de lecture pour l'instant. Donc, on va regarder. NB égale à 3, c'est le seul printf qu'on a ici. Donc, on a bien eu un write de 3. Est-ce que le fichier personne existe? Oui. OK. Et une personne existe. Qu'est-ce qui se passe si on ouvre personne? Donc, si vous regardez, Walter, c'est le nom en chaîne de caractères. Du coup, les chaînes de caractères sont copiées avec les valeurs entières des chaînes de caractères, mais mon éditeur de texte sait les interpréter. Après ça, je tombe sur l'âge, et l'âge, c'est un entier, et là, c'est de la mémoire brute, et mon éditeur de texte ne sait pas l'interpréter. Il y a même un cas ici. J'ai Pierre Garcia, qui est son âge, et à la fin, j'ai Camille et son âge. OK? Du coup, il y a bien une partie qui est lisible par les éditeurs de texte, c'est les chaînes de caractères que j'écris, mais il y a une bonne partie qui correspond à l'âge, qui est ici à la ligne 6, OK? Qui n'est pas lisible. C'est vraiment stocké en mode binaire. La taille du fichier, donc c'est 108 bytes. On va faire la lecture des personnes. Du coup, je vais utiliser minuscule. Donc, je vais utiliser cette variable-là pour lire la première personne. J'ouvre le fichier. Je teste si c'est égal à nul, on va retourner. Je plante direct. Saute. OK. J'ai mon petit P. Et pour le petit P. Et petit, ouais, je n'ai peut-être pas dû changer. OK.
not declared here. Yeah. Yeah. C'est juste que je faisais un return d'une valeur entière et que j'avais changé la fonction pour dire il n'y avait pas d'entier. Donc ici, j'ai bien ma clause de garde. Nickel. Ok. Du coup, je sais que le fichier est bon. À partir de là, je fais la lecture du premier et puis c'est là où on n'est pas bon. Ok. Ici, il fallait faire un truc qui nous permet de qui va réutiliser la valeur lue. Donc, on peut faire nblu, par exemple, égal à fread. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Maintenant, il faut travailler avec nblu. Au lieu de faire un file in the file, je fais nblu égal à un seul élément, c'est ce que j'essaie de lire. Tant que j'ai un élément, je continue, je sais que j'ai encore des trucs à lire. Donc, j'imprime le premier parce que je l'avais déjà lu. Okay? Si j'avais fait ce fread la première fois dans la boucle, je n'aurais pas fait le printf avant, j'aurais fait d'abord le fread et ensuite le print. Donc, j'ai déjà un élément. J'imprime le premier élément et puis je fais un nouveau read. Et donc, ici, il faut bien que je récupère si ça s'est bien passé ou pas. Si ça s'est bien passé, ça va reboucler, reboucler, reboucler. Et je pense qu'ensuite, ça finit le fichier. Et ça va être bon. Ben, j'espère. Il faudrait ajouter le read person ici. B égale à 3. Et ça n'a rien affiché, non? Je vais ajouter un petit printf pour... qui va être bien là. Hmm. Quelqu'un voit l'erreur, n'hésitez pas. Le fichier personne existe. Du coup, je vais juste afficher ça. Bien. Donc, si le fichier est nul, comme j'avais changé les clauses de garde, pas tout de suite évident. Donc, si le fichier est nul, ça veut dire que tu sors, et pas l'inverse. Si le fichier est pas nul, tu sors. Et du coup, nombre lu égale à 0. Donc là, j'ai bien un fichier. Et qu'est-ce que j'ai mal fait par ici? Freed, l'adresse d'une personne. Size of une personne. J'ai raté un truc quelque part. Je sais pas si, hmm,
Bon, juste comme ça, je sais pas. Je vais regarder ça plus tard et je vous envoie la correction. Là, il y a un petit détail quelque part. Idéal, ouais. Ce que ça devrait faire si je voyais l'erreur, c'est que NBLU vaut 1, forcément. Et du coup, ça rentre dans le while, ça me prime la première personne, ça lit la deuxième, et, et puis ça boucle sur la troisième personne. Une fois que ça essaye de lire la quatrième personne, ça va dire 0. Du coup, il sort, il ne fait plus l'impression et il va dans F-close. Et normalement, c'est comme ça que ça devrait marcher. Mais j'ai un détail quelque part. Je ne sais pas. Vas-y, Loïc, qui vient corriger. Bah, là, je Ouais. sais pas. Ouais, moi non plus. Attends, je vais chercher un autre petit code, juste pour vérifier vite fait. Mais est-ce que ça saute aux yeux? Hmm. Donc, si je efface les fichiers personne et que j'arrête de l'écrire, hmm, c'est pas- c'est un peu bizarre. C'est comme si c'était pas la bonne personne. Personne. Non. C'est bien ça dans le write. C'est bien personne dans le read. OK. C'est pas très grave. Hmm. D'accord. Je mets en commentaire le write et que j'efface personne. Un peu petit. Donc, il n'y a plus de personnes. Ouais, personne n'existe pas. Si donc, je vais bien compiler. Ouais, voilà. OK. Donc, le fichier n'existe pas. Donc, il est correctement en train de lire le fichier. Je ne sais pas ce que j'avais fait avant. Du coup, c'est là, je recompile. Il va d'abord créer le fichier comme on avait fait avant. Il va essayer de la lire et c'est au moment de la lecture qu'il ne la lit pas. Mais le fichier existe bien. Donc, l'écriture se passe bien et pas la lecture. Il y a un petit détail quelque part. Je ne sais pas exactement où. Donc, il arrive bien jusqu'ici. C'est bien MBLU, read. Ouais, c'est pas très grave. Je vous envoie une correction cet après-midi. Comme ça sera fait. On va passer sur la fin de cours avant de finir. OK. Il y a une dernière commande, parce que c'est déjà l'heure, non? Ouais, j'ai un peu traîné. Je voulais vous faire un petit exemple, mais je vous l'envoie aussi dans l'après-midi. Et je vérifie que ça marche. Donc, il y a ce F6. F6 permet de repositionner le curseur. OK? Je vais vous envoyer un petit code exemple, comme ça vous l'auriez. C'est 6.7, ça, si vous vous souvenez, le curseur, il y a le fichier. Le curseur peut être quelque part dans le fichier. Si vous faites début, donc 6.7, ça revient à la première case. OK? Premier caractère ou premier élément de votre fichier, premier byte. Si current, c'est faites un compter à partir de là où je suis. Et typiquement, c'est pour dire là où je suis plus la taille d'une personne. Okay? Donc, ça vous permet de décaler d'une personne dans le fichier, par exemple. Et seekend, ça envoie le curseur vers la fin. C'est tout simple à utiliser. Du coup, c'est cet appel ici. Vous dites dans quel fichier, puis la taille du décalage à partir d'où. Si vous avez une maîtrise très claire de votre fichier, le 6.7, ça peut être toujours le début. C'est vraiment le cas le plus typique. Okay? Et donc, si vous avez un tableau de personnes stocké dans le fichier,
vous pouvez aller retrouver individuellement chaque personne en faisant un multiplicateur pour essayer de trouver. Puis size of personne. OK, il n'y a pas beaucoup de choses à conclure. Du coup, fichier binaire ou pas, c'est la même chose pour le système. Si ton éditeur de texte peut le convertir en texte, c'est un fichier de texte. Sinon, c'est un fichier binaire. Typiquement, ce qui est binaire, c'est quand on essaye de choper des variables en mémoire et on les écrit telles quelles sur le disque, et au lieu de les passer, de les convertir en chaîne de caractères. Si vous voulez convertir, par exemple, vos int et des affichages comme ça dans des chaînes de caractères, vous pouvez aussi utiliser le sprintf. Donc, vous pouvez, vous faites vos pourcentages des machins. Okay. Il faut, sprintf, c'est comme un printf, mais au lieu d'écrire sur l'écran, ça va écrire dans une chaîne de caractères que vous fournissez. Donc, vous fournissez une chaîne de caractères suffisamment grande, vous faites tous vos pourcentages d, vous faites int, machin, et ça va les convertir à chaîne de caractères dans la chaîne que vous maîtrisez. Ensuite, cette chaîne-là, vous pouvez l'écrire sur le disque ou faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez aussi compter le nombre de caractères. Comme ça, vous savez de quelle taille est la chaîne. Avant de faire l'affichage, ça vous permet de positionner correctement les trucs. On a vu, du coup, fprintf, ça écrit dans un fichier directement. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? fscanf, ce type de fonction qui permet de travailler avec les fichiers. Du coup, binaire ou pas binaire, ça va dépendre de ce que vous avez écrit. Okay? Et ce n'est pas vraiment l'ouverture, en tout cas dans tous les systèmes Unix, le WB ou W, c'est équivalent. Okay? C'est l'ouverture d'un fichier. Ce qui va changer, c'est si vous avez besoin d'écrire les éléments de la mémoire tels quels, il faut utiliser les fonctions bas niveau comme fread ou fwrite. OK. Ben, je pense que là, j'ai fini. Je vous envoie les 2 trucs de code à tout à l'heure. Comme ça soit fait. Celui que je n'ai pas réussi à faire et un avec le fseek. Comme ça, vous avez ça. Est-ce qu'il y a des questions sur le cours? Non, ça va, tout est clair. OK. Demain, on a un C'est bon. TD à 8 heures sur place. Du coup, je vais échanger peut-être avec un des délégués ou quelqu'un, mais le mieux, ce serait que les gens en ligne, vous vous mettez à travailler les TP en petites équipes de 4 ou 5 personnes, le TD, en petites équipes. Comme ça, vous échangez. Et puis, sur place, moi, je vais faire au mieux de partager avec vous et de vous suivre. Okay? Mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Du coup, on Et- peut garder les équipes de d'habitude et travailler en même temps ceux qui sont sur place à distance, c'est ça? Ouais, si vous voulez, oui. Les équipes d'habitude, donc ça va être les gens qui sont sur place, ils travaillent avec moi et je les fais passer au tableau, des trucs classiques de TD, quoi. Et les gens qui sont à distance, vous travaillez dans des petites équipes. Vous pouvez vous mettre dynamiquement et les gens qui sont dispo ce jour-là, vous choisissez une salle et vous vous mettez à travailler ensemble. Histoire de garder un peu le même nombre de personnes dans chaque équipe, 4 ou 5. Je pense qu'au-delà de 5, il n'y a pas tout le monde qui travaille. Et en dessous de 4, si vous avez des questions, c'est difficile parfois de trouver les solutions à 2, si vous n'avez pas compris le sujet. C'est clair ou Ok, pas? merci. Ouais, merci. Ouais. OK. J'avais une autre remarque sur ça. Ah oui, donc le TD de demain est simple. C'est la continuation de TD qu'on a fait au TD1. Du coup, on va essayer de convertir ça correctement en donc la classe qui était juste un tableau, etc. On va le convertir dans une liste contiguë, puis on va ajouter des fonctions type ajout ordonné, etc. C'est juste une continuation. L'idéal, c'est que vous ayez fini le TD1, comme ça on démarre tous sur le TD2 directement. OK. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous libère. Et bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Hein. Bonne D'accord. journée, Au au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.